Je suis évidemment très heureux de présenter Cristina Setti et son ouvrage dans le cadre de ces séminaires qui participent des activités du projet Écrire l'histoire de la Grèce franque, donc projet qui, comme tu viens de le dire, est désormais inscrit dans les nouveaux programmes du quinquennal de l'EFA à partir de 2022. Alors, je précise que ces présentations d'ouvrages n'ont pas d'autre ambition que proposer à la réflexion commune des thèmes qui éclairent l'histoire de la Grèce médiévale et moderne, qu'elle soit franque, latine ou vénitienne, et ainsi, espère-t-on, contribuer à l'approfondissement de thèmes de recherche qui concernent un domaine en plein essor, à savoir l'étude des pays grecs sous domination latine après 1204. Alors, Cristina Setti est vénitienne d'origine. Elle a suivi son cursus d'histoire à l'université de Venise Ca' Foscari jusqu'au master, puis elle a poursuivi avec un doctorat en histoire, évidemment, préparé à la Scuola Normale Superiore de Pise, avec une thèse soutenue en octobre 2018, assortie de la mention Docteur Horapeus. Alors, durant sa préparation de thèse et ensuite, elle a été boursière de l'École normale supérieure de Cachan, de l'École française d'Athènes, et c'est ainsi que nous avons pu la rencontrer, mais également de la Maison des sciences de l'homme de Paris et de la Fondation Luigi Einaudi de Turin. À présent, elle occupe un poste de chercheuse en post-doctorat, rattachée au Centre archivistique de l'École normale supérieure de Pise. Et donc, Cristina Setti est spécialisée en histoire de Venise à l'époque moderne, en histoire politique et en histoire des institutions, avec un intérêt particulier pour les institutions judiciaires. Alors, je précise que sa curiosité est plus large, puisqu'elle porte également sur les questions historiographiques du domaine néo-hellénique, notamment pour saisir comment se construit la mémoire des sociétés insulaires avant l'union avec la Grèce, donc au cours du XIXe siècle, que ce soit en Crète ou dans les îles ioniennes. Cristina Setti collabore au site Stato d'Amar pour des projets de publication en ligne de ressources manuscrites relatives au domaine vénitien d'outre-mer, et elle a à son actif plusieurs contributions, alors notamment à un dictionnaire biographique de juristes italiens, mais aussi à des actes de colloques, sans oublier des comptes rendus de publications scientifiques. Alors, l'ouvrage qui est au cœur de notre rencontre aujourd'hui est tiré de sa thèse de doctorat. Il s'intitule Una Repubblica per ogni porto, Venezia e lo Stato d'Amar negli itinerari dei sindaci inquisitori in Levante, secoli XVI et XVII. Le livre a été publié à Milan aux éditions Unicopli dans la collection Early Modern en décembre 2020, donc c'est assez frais. Et il a été aussitôt couronné du prix Pompeo Monumenti, décerné par l'Istituto Veneto di Scienze Letterarie e d'Arti, une des plus vénérables institutions scientifiques de Venise. Alors, l'ouvrage comprend 308 pages, il est divisé en 4 parties et il place au cœur de la réflexion une magistrature vénitienne, celle des syndics inquisiteurs, dans ses relations avec les sujets grecs de Venise, durant une période bien circonscrite de l'histoire moderne de la Sérénissime, c'est-à-dire entre la guerre de Chypre qui s'achève en 1573 et la guerre de Crète qui commence en 1645. Alors, qui sont ces syndics inquisiteurs? Eh bien, des magistrats itinérants chargés par le Sénat de Venise d'enquêter sur l'administration des officiers installés dans les différentes possessions de Venise, qu'il s'agisse des régions de terre ferme, autrement nommées Stato di Terra, ou qu'il s'agisse de celles composant l'empire maritime vénitien, regroupées sous le nom de Stato d'Amar. Nous sommes donc en présence d'une magistrature qui incarne la relation entre la métropole et les diverses composantes des sociétés insulaires, et il revient à ces magistrats de régler les litiges portés à leur connaissance par les sujets de Venise, litiges qui attendent une résolution sous forme de jugement. Alors, Cristina Setti aborde l'histoire de l'institution avec une analyse à focale multiple. Dans les 2 premières parties, elle rappelle les origines romaines du syndicatus, notion qui combine une dimension de représentation de la puissance publique et
en même temps de contrôle exercé par cette puissance publique. Le syndicatus correspond à un processus de vérification des actes des agents de l'administration, processus qui va obtenir une nouvelle vigueur dans l'Italie des communes quand les cités-États obtiennent la possibilité de procéder à l'élection des officiers chargés de les gouverner, ce qui implique naturellement une responsabilité sur le contrôle de ces officiers. À partir de la fin du XIIe siècle, donc, la procédure du syndicat se standardise dans les communes italiennes, comme elle se renforce dans la plupart des États de l'Occident féodal. Les parallèles établis avec les visites pastorales, mais aussi avec les enquêtes provoquées par les administrations royales, montrent une convergence de procédures, puisqu'elles manifestent au peuple la présence de l'autorité souveraine et sa capacité à intervenir contre ceux qui entravent le statu quo. Alors, de très nombreux exemples sont produits et détaillés, qui sont pris dans l'Italie des communes, dans l'Italie des barons et en particulier dans le royaume des Anjou, mais aussi dans la Provence comtale, voire dans l'Espagne pré-impériale. Ainsi se dessine un mouvement général qui contribue au renforcement de la centralisation des États prémodernes. Bien évidemment, les républiques maritimes de Gênes et de Venise suivent l'évolution générale et appliquent les procédures de syndication dans les territoires placés sous leur domination. Dans le cas de Venise, Cristina Setti distingue une lente affirmation de l'institution, dont la création officielle remonte au 10 avril 1389, dans un contexte marqué par les récurrences d'épidémies de peste, par la violente crise qui secoue la Crète lors de la révolte de Saint-Titus, et enfin par la guerre de Chioggia, où Gênes et Venise s'affrontent. Ces menaces mettent en péril la domination vénitienne, ce qui contraint Venise à reformuler les principes de sa souveraineté. Alors, une nouvelle rhétorique se construit autour de la protection exercée par la Sérénissime, en ouvrant un dialogue destiné à trouver un consensus. Dans ce cadre, la magistrature des syndics inquisiteurs tient un rôle essentiel, mais contrairement à ce que l'on pourrait attendre, Venise élabore la procédure de la syndication de manière progressive, assez lentement. À partir de l'étude des commissioni, c'est-à-dire ces documents officiels remis aux syndics au moment de leur départ, ce qui équivaut à un cahier des charges, eh bien, à partir de l'étude des commissioni, Cristina Setti distingue une phase d'expérimentation dans les missions confiées aux syndics inquisiteurs durant le XVe siècle. Durant cette période, les syndics veillent surtout à assainir certaines faiblesses de l'administration coloniale. Il faut attendre le milieu du XVIe siècle pour que les commissioni obtiennent une formulation fixe où on insiste sur les pouvoirs judiciaires spécifiques des syndics. Dès lors, la documentation autour de leurs activités s'enrichit, devient plus complète, plus précise et plus régulière, ce qui permet à Cristina Setti de consacrer les 2 dernières parties de son livre à l'examen détaillé des missions accomplies, d'abord par Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo et Marco Loredano en 1612-1614, puis par Giovanni Capello, Marco Contarini et Pietro Corner en 1635-1639. À chaque fois, leurs itinéraires comprennent des haltes à Corfou, Zante, Céphalonie, Cythère, en Crète et enfin à Tylos. Dans un contexte économique et politique distinct de celui de la période précédente, les missions des syndics inquisiteurs du XVIIe siècle acquièrent un aspect évolutif par le fait que les magistrats sont placés en situation de confrontation avec des élites urbaines qui tirent avantage de leur situation de société de frontières. Désormais, si les syndics exercent toujours leur capacité à corriger les abus de pouvoir, notamment en matière comptable, ils sont davantage confrontés aux revendications portées par des groupes antagonistes au sein de la société grecque, où les aristocrates défendent leurs privilèges face aux cittadini et au popolo. De ce fait, les syndics inquisiteurs doivent composer avec les particularités juridiques, économiques, sociales et administratives de chaque lieu qu'ils visitent
offrant des réponses adaptées aux circonstances, ce qui éclaire le titre du livre, Una Repubblica per ogni porto, une république pour chaque port. Contre un centralisme unificateur, les insulaires défendent leurs identités, fondées sur des traditions et des équilibres dynamiques. En fin de compte, les syndics véhiculent un modèle politique de type contractuel en un cadre limité et contrôlé par le pouvoir vénitien. Alors, la conclusion du livre insiste cependant sur le fait que la dimension ritualisée des visites mène à interroger la sincérité des attitudes des représentants des différents groupes constitutifs des communautés insulaires. En conséquence, la compréhension des traits identitaires des forces à l'œuvre au sein des sociétés grecques reste prisonnière d'une rhétorique où le stéréotype occulte une partie de la réalité. Alors, je pense que Mathieu Grenet développera davantage cet aspect du livre de Cristina Setti, qui se révèle un ouvrage très riche, très dense, parce qu'il soulève une foule d'interrogations sur des thématiques qui intéressent la place tenue par les institutions judiciaires dans la construction des États de l'Occident médiéval et moderne, les formes prises par la centralisation administrative dans le Stato d'Amar, sans oublier, bien sûr, de poser la question du degré d'adhésion des groupes sociaux grecs au modèle politique incarné par Venise. Voilà. Merci Gilles. Je passe la parole maintenant à Christina. Bonsoir à tous. Merci à Gilles Griveau pour cette présentation si riche, détaillée et précise. Et merci à l'École française d'Athènes également pour m'avoir été invité dans cet événement. Et je m'excuse pour mon français, ça fait longtemps que je ne parle pas français, donc mais je vais chercher d'être claire et n'hésitez pas à poser des questions pour éventuel éclaircissement. Donc, je vais faire une présentation divisée en 3 parties. J'expliquerai brièvement les raisons de mon travail, les enjeux principaux et je vais commenter un petit peu l'articulation du livre à la fin. Ce travail est le fruit d'un long parcours de recherche doctorale qui m'a mené à unir mes intérêts pour l'histoire maritime et pour l'histoire de l'Europe orientale à ma compétence dans l'étude de l'histoire des institutions d'Ancien Régime, compétence que j'ai acquise lorsque j'étais étudiante au cours de mes premières expériences de recherche dans les archives de Venise. J'ai donc choisi comme sujet de recherche la magistrature des Syndici Inquisitori in Levante parce que ce sujet place mes intérêts dans le cadre plus large de l'histoire de la Méditerranée et des interactions culturelles qui ont façonné au cours des siècles dans et par un espace maritime riche d'interconnexions et d'échanges. Mais dès le début, j'ai constaté que cette perspective de recherche méditerranéenne avait du mal à s'harmoniser avec les champs d'études de l'histoire de Venise. Cette histoire est traditionnellement une histoire isolationniste car fondée sur 2 présupposés. Le premier, l'unicité de l'histoire, de l'identité et du système politique et social de Venise, et donc sa supposée incommensurabilité, c'est-à-dire la difficulté de comparer ces systèmes avec d'autres régimes présents en Europe, surtout dans le contexte méditerranéen. Le deuxième, c'est la fragmentation et la dispersion qui en résultent de différentes histoires qui en réalité composent et font partie intégrante de l'histoire vénitienne, des histoires italophones, germanophones, slavophones, grécophones, etc. Cette fragmentation, normalement, implique l'instauration d'une hiérarchie de valeurs tendanciellement italocentrique qui rend les histoires étrangères en quelque sorte subordonnées aux événements de la ville de Venise, pivot d'une histoire hégémonique qui a influencé plusieurs générations de chercheurs de différentes nations depuis l'époque de la Renaissance. L'histoire de la ville de Venise et de ses domaines a fait souvent le pivot d'une mythographie de la République sérénissime et de sa constitution politique,
au-delà des pratiques et des dynamiques effectives qui, de quelque façon, démentissent ce récit célébratif. L'étude d'un cours itinérant vénitien qui avait juridiction sur des territoires culturellement étrangers, tels que les îles Ioniennes, la Crète, Tinos, Cythère, m'a donc incité à dépasser ces apories méthodologiques. D'une part, en effet, il y avait la nécessité de problématiser les regards et les jugements des syndics à la lumière des différents contextes sociaux, économiques et culturels avec lesquels ils interagirent, en essayant de découvrir quels étaient les éléments les plus neutres, sinon objectifs, de visite de ces magistrats. Il fallait en effet déconstruire leurs préjugés, qui étaient en substance les préjugés de la classe dirigeante vénitienne et qui ont beaucoup influencé aussi l'histoire scientifique contemporaine, qui ne peut pas faire abstraction, dans une large mesure, des documents produits par le gouvernement vénitien, de ses archives. D'autre part, une magistrature qui servait de filtre entre la dimension centrale et la dimension périphérique, entre une culture vénitienne et latine et un ensemble de cultures grecques réparties dans des territoires de configuration géographique et sociale différentes, qui à leur tour interagissaient avec les musulmans, les juifs et les chrétiens d'autres pays européens, m'empêchait nécessairement d'écrire une histoire italienne. L'histoire du Stato d'Amar de Venise est précisément une histoire plurielle, impossible à écrire de manière encyclopédique et totalisante, et pourtant à certains égards unitaire. Les facteurs qui la caractérisent le plus est le partage de bases juridiques communes, favorisé par la pénétration commerciale vénitienne et son lien presque ancestral avec la dimension maritime et les coutumes propres aux sociétés portuaires. Encore à la fin de l'époque moderne, malgré la perte d'une grande partie des domaines coloniaux médiévaux et la constitution d'un important État régional dans le nord-est de l'Italie, la mer fait l'objet d'une remémoration, soit d'une évocation continue de la part de la noblesse vénitienne. La mer est un lieu mental des patriciens vénitiens, ainsi que l'espace de la palingenèse de la culture citadine, civique et marchande exprimée par la Venise médiévale contre la culture seigneuriale importée des autres États régionaux italiens. L'étude des Syndici Inquisitori in Levante s'est donc révélée être une manière d'ébranler au moins en partie la hiérarchie des valeurs implicites dans l'hégémonie culturelle exercée par la ville de Venise sur les études historiques et de tenter de mettre en lumière les contradictions et les incohérences de cette hégémonie, ainsi que ses raisons historiques documentées. En même temps, en me concentrant sur une zone particulière de la Méditerranée orientale et sur ses divers microcosmes, cette étude m'a permis de garder à distance le risque d'une historiographie essentialiste, basée sur une tradition comme celle des études méditerranéennes, qui tendent à situer les problèmes de régions et de sous-régions méditerranéennes dans des schémas épistémologiques homologisants, souvent empruntés à l'historiographie postcoloniale, ou, dans le cas de l'Europe de l'Est, influencés par l'orientalisme des matrices de lumière. Le regard des Syndici Inquisitori est certainement idéologique et synthétique, mais pas homologisant. Il photographie de temps en temps les réalités sociales visitées, en fournissant des instantanés, des photographies, des traces des morceaux de réalité qui sont mélangés à la rhétorique des visiteurs et des visités. Il s'agit en effet d'un regard kaléidoscopique, d'une sorte de prisme culturel qui filtre sous un seul jugement, le jugement vénitien, les dynamiques sociales et les systèmes de relations présents dans les îles grecques à certains moments de leur histoire. Les problèmes majeurs pour moi étaient donc d'essayer d'interpréter ces traces sans les mal comprendre. En même temps, j'avais besoin de les insérer dans un récit historiographique cohérent
qui pourrait répondre à certains problèmes généraux. Même la mer n'échappe pas au caractère corpusculaire, voire polycentrique, des États d'Ancien Régime. La mer peut aussi être considérée comme un territoire, comme le suggéraient les juristes Paolo Sarpi au début du XVIIe siècle, dans la polémique contre les Néerlandais sur la liberté de la navigation commerciale. Venise concevait ce territoire flottant qui est la mer comme son espace vital, doté de frontières et de territoires qu'elle devait prouver qu'elle toujours les savait protéger. L'étude de la naissance et du développement du syndicat vénitien d'outre-mer m'a permis avant tout d'apercevoir et d'approfondir cette mentalité politique. C'est le premier des problèmes généraux dans lesquels j'ai réussi à situer l'histoire des syndici inquisitori in Levante. De plus en plus, au cours du Moyen-Âge, les Vénitiens comprirent que l'affirmation de leur domination sur la mer était une question de réputation plus que d'autorité. Cette démonstration d'autorité devait être répétée périodiquement pour pouvoir continuer à être souverain des côtes adriatiques, des îles Ioniennes et Cycladiques. Venise recourt donc à un instrument qui s'était répandu au cours de la formation des États régionaux du bassin méditerranéen pendant les derniers siècles du Moyen-Âge, celui d'envoyer des cours itinérantes visiter les territoires dominés pour corriger l'administration des recteurs et des feudataires en les soumettant à la procédure de syndicatus, syndicat, c'est-à-dire de contrôle comptable de leurs actes. Cet usage décline un peu partout dès que les États territoriaux se consolident. Cependant, à Venise, il se révéla persistant, bien qu'épisodique et parallèle à l'avènement des magistratures beaucoup plus efficaces et spécialisées de syndics. Cet aspect se rattache au deuxième des problèmes généraux auxquels j'étais confrontée. C'est donc celui de l'inefficacité des procédures syndicales d'outre-mer. Pendant longtemps, je me suis demandé, mais si les procès portés à Venise par les syndics se résolvaient souvent en rien de fait, pourquoi continuer à envoyer outre-mer ces visiteurs? Pourquoi financer des missions aussi onéreuses qui ajoutaient peu aux informations provenant des gouverneurs ordinaires, des consuls, des agents, des diplomates ou d'autres personnels plus ou moins dotés de fonctions publiques? J'ai tout de suite compris que parler d'efficacité signifiait parler de modernité, ou plutôt de tenir pour acquise la subsistance d'un État moderne caractérisé par la rationalisation et par la centralisation. C'est une hypothèse que l'historiographie moderniste a démentie depuis longtemps, non seulement par rapport à la République de Venise, mais pour tous les États et les empires de l'Ancien Régime. Cependant, dans les peu de bibliographies disponibles sur les syndicats vénitiens, il était évident que l'histoire de cette institution continuait à être encadrée dans une sorte de téléologie proto-moderniste, parfois entachée par des présupposés de nature politique et idéologique sur lesquels je ne m'arrête pas pour l'instant. Il suffit de dire que cette téléologie impliquait une image évolutionniste et linéaire de la naissance et du développement des missions syndicales dans les îles grecques. En réalité, les syndici inquisitori ne furent pas institués de manière programmatique et au contraire, ils peinent beaucoup à gagner un prestige propre et des pouvoirs judiciaires bien définis. Troisième problème, il y a cependant un élément de continuité qui a permis aux inquisiteurs en Levant de survivre à l'avènement de la modernité et qui a contribué à compenser au moins en partie la fragilité de la domination vénitienne dans les îles. Cela consiste dans la persistance sur le long terme de la fonction de contrôle comptable avec laquelle étaient nées les procédures de syndicatus,
Celle-ci s'avère notamment utile au premier XVIIe siècle, lorsque les instruments administratifs et comptables ainsi que les instruments d'inquisition en usage à l'équipe syndicale favorisent la réouverture d'un dialogue et d'une véritable négociation entre l'État vénitien et les communautés insulaires autour de la gestion effective des institutions locales, ainsi qu'une négociation des exigences de citoyenneté et des statuts que les habitants des îles devaient avoir pour participer à cette gestion. Ces dialogues n'excluent cependant pas la médiation ou l'interaction même conflictuelle avec des groupes de pression exclus de ces exigences, groupes sociaux marginalisés que le prisme culturel des dossiers composés par les syndici a le mérite de faire émerger, bien que souvent de manière indirecte. Il faut en effet garder à l'esprit que la plus grande difficulté dans l'exploration des archives vénitiennes est la prédominance du discours aristocratique au détriment des autres catégories sociales. Donc, souvent, la meilleure méthode pour contourner cet obstacle est de comparer des documents produits par des sujets et des institutions différents. L'étude du syndicat permet et même oblige à le faire, puisque les documents relatifs aux visites au Levant sont souvent produits par des chanceliers, des notaires des syndici, mais aussi d'autres magistratures, sinon par les sujets visités. Ainsi, dans cette documentation, la voix des syndici est souvent en direct, sous-représentée ou médiée par d'autres voix. Je vais commenter mon livre. Donc, les hypothèses que je viens de mentionner, et en particulier les problèmes de l'interaction entre dimension centrale et dimension locale, m'ont donc amené à structurer ma recherche et par conséquent l'œuvre qui en est née en deux parties, chacune contenant 2 chapitres. Les 2 premiers chapitres, correspondant à la première partie de l'ouvrage, sont donc plus historico-juridiques et partent d'une perspective que nous pourrions définir de haut en bas, soit par l'anglisme top-down. Le premier analyse des langages et la mentalité de base de l'Institut du syndicat, ainsi que les manières avec lesquelles une telle mentalité, le premier chapitre analyse les langages et la mentalité de base de l'Institut du syndicat, ainsi que les manières avec lesquelles une telle mentalité, présente en Europe méridionale, en particulier dans les pays qui ont transposé les droits romains, a influencé l'institution des Syndici Inquisitori dans la République de Venise. En fait, celle-ci est une réalité politique qui a déclaré une sorte de guerre idéologique au droit romain. Il est intéressant, donc, de voir comment Venise s'approprie un institut romaniste tel que le syndicat et en adapte la nature à ses exigences de légitimation politique et en les transformant en un institut post-byzantin et contractualiste. Le deuxième chapitre se concentre sur les pratiques inquisitoires des syndics et en analysant les parcours incohérents de la construction de la juridiction syndicale et en mettant en lumière les ruptures principales et les changements d'approche par lesquels elles s'affirment dans la seconde moitié du XVIe siècle. C'est précisément de la seconde moitié du XVIe siècle le point de départ de ma thèse, car il s'agit d'une période de réforme des institutions et en général de reformulation définitive du rapport entre les sujets et l'autorité. Les syndicats deviennent à cette époque un instrument de connaissance mutuelle et de médiation juridique, sociale et culturelle entre Venise et l'outre-mer, alors qu'au Moyen-Âge, il était surtout un instrument de contrôle et d'autocorrection du gouvernement vénitien dans ses districts périphériques. Les 2 derniers chapitres, c'est-à-dire la deuxième partie de l'ouvrage,
renverse la perspective qui devient de bottom-up, c'est-à-dire qu'il montre que la représentation politique et juridique des problèmes rencontrés par les syndics du Levant dépendait des représentations locales de ces problèmes. Chacun des deux chapitres est donc concentré sur l'étude analytique des deux grandes visites syndicales du 1er XVIIe siècle. Le troisième chapitre est consacré à la visite effectuée par les inquisiteurs dans les années 1612 et 1615 et à travers l'étude des cas individuels, des procès et des ambassades locales. Il analyse le niveau de la discursivité grecque et latine et les conflits sous-jacents. La visite fait notamment ressortir l'affirmation juridique des populations insulaires après la guerre de Chypre et les façons dont elles imposent de fait la construction des modèles spécifiques de citoyenneté locale que j'appelle identité civique et qui sont en fait des identités sociales et communautaires reformulées à la lumière des rapports de force locaux. Le quatrième chapitre est enfin consacré à la visite du 1635-1639, qui est la visite la plus documentée que j'ai trouvée dans la période que je considère et qui a le mérite de faire ressortir comment la jurisprudence syndicale s'affronte et se confronte avec les sujets marginaux, avec les sujets frontaliers ou transimpériaux, qui s'est déplacé entre les îles vénitiennes et l'Empire ottoman et avec les sujets à l'appartenance politique ambiguë, comme les ecclésiastiques gréco-orthodoxes. Ici, je m'attarde sur la façon dont les Syndici Inquisitori cherchent à identifier ou à se confronter à ces sujets que j'appelle identité insaisissable, identité échappante, précisément pour souligner la condition d'incertitude qui les caractérise, même quand ils ne sont pas vraiment des étrangers. Il en ressort un cadre global qui, je l'espère, enrichira l'histoire de la Grèce insulaire, ainsi que l'histoire de la Méditerranée en général et de la créativité politique et anthropologique qui la caractérise. Merci pour l'attention. Merci beaucoup, Christina, pour cette présentation. Et bien maintenant, je passe la parole à Mathieu. Merci beaucoup. Je suis très heureux et très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Et d'abord parce que c'est un véritable plaisir d'intervenir à l'invitation de l'École française d'Athènes et de son directeur des études modernes et contemporaines, Gilles de Rappeur, ainsi qu'aux côtés de l'un de ses illustres prédécesseurs à cette fonction, Gilles Griveau, mais aussi et peut-être même surtout parce que l'ouvrage de Christina est un livre important. C'est un livre qui mérite qu'on prenne le temps de s'en imprégner, qui mérite qu'on prenne aussi le temps d'y revenir, tant les pistes qu'il explore sont riches et tant sont fécondes les propositions qu'il porte. Et ça fait 3 mois maintenant que j'en ai entamé la lecture, d'abord sur une version PDF, puis sur un vrai livre que Christina a eu la gentillesse de m'envoyer. Et je ne cesse d'y revenir. Et parce que c'est vraiment une lecture qui vous accompagne. Alors dit comme ça peut paraître un petit peu intimidant et je commencerai donc par dissiper tout malentendu. C'est d'abord et avant tout un véritable plaisir de lecture et je me réfère non seulement au style de l'auteur, à son sens de la formule, à la netteté de son expression. Vous avez pu le voir évidemment à l'oral, mais à l'écrit c'est encore plus, et dans sa langue c'est encore plus éclatant. C'est une expression toujours ciselée, extrêmement précise, mais aussi à son goût de l'archive, ainsi qu'à sa capacité, lorsque c'est nécessaire, à laisser les sources s'exprimer avec des citations longues qui, justement, rendent justice à une documentation à la fois dense et riche, mais aussi diverse, et une documentation qui rend aussi sens des silences de la documentation. Et il m'a semblé justement qu'à cet égard, la présentation de Christina, au moins son premier temps, était particulièrement intéressante sur comment est-ce qu'on peut penser parfois contre l'évidence de ces sources. Je renvoie ici à tout un tas de travaux, notamment dans le courant de l'histoire impériale. Mais ce qui frappe surtout à la lecture de cet ouvrage, c'est sa hauteur de vue et sa profondeur de champ, pour reprendre des analogies de l'image. En particulier, Christina témoigne ici d'une impressionnante capacité à faire discuter des historiographies très diverses, italiennes, grecques, françaises et états-uniennes,
à l'intérieur même de chacune d'entre elles, mais aussi entre elles, et à faire discuter également différentes généalogies intellectuelles. Il y a une très très belle page consacrée à Bruno Doudan notamment, à différentes pratiques d'enquête et à différentes traditions historiographiques, de l'histoire du droit à l'histoire sociale, en passant par l'histoire locale des différents terrains de son enquête à l'histoire impériale, on y reviendra. Et de fait, je ne pense pas que ce serait lui rendre beaucoup justice à ce livre que de vouloir le synthétiser en une vingtaine de minutes. Et du reste, Christina elle-même vient de le faire de manière beaucoup plus brillante que je ne saurais le faire. Donc, on va dire que c'est acquis. Je vais donc me contenter simplement de pointer 3 dimensions que je pense sont importantes de ce bel ouvrage, en me limitant pour chacune d'entre elles à une question qui tente de prolonger le plaisir de la lecture par celui de la discussion. La première dimension, c'est celle de l'écriture de l'histoire d'une institution vénitienne. C'est la dimension évidemment la plus évidente, mais c'est également la plus périlleuse, tant est riche, et Christina l'a rappelé, la tradition monographique qui touche à la fragmentation, enfin, ou à l'art du fragment des institutions vénitiennes aux époques médiévales et modernes, et celle qui est au centre du travail de Christina, les fameux Syndici Inquisitori in Levante, donc ces fameux syndics inquisiteurs dont il est question, est à cet égard une institution d'un genre un peu particulier. En réalité, c'est une magistrature, on va dire, intermittente, entre guillemets, qui fonctionne sur des mandats courts de 2 ou 3 ans, avec une périodicité assez irrégulière, j'y reviendrai en fin d'exposé. Le premier défi et la première réussite de ce livre est assez largement invisible, mais il en constitue la pierre angulaire. Il s'agit en l'occurrence de reconstruire les différentes missions des syndics envoyés dans le Levant vénitien, c'est-à-dire les îles Ioniennes et l'espace égéen, sur une période de 2 siècles et demi, grosso modo, entre 1389 et 1639, avec une focale, ça a été dit précédemment, sur la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle. Et c'est sur la base de ce travail à la fois patient et chronophage de remembrement que Christina peut entreprendre de mettre à jour ce qui, d'une mission à l'autre, finit par fonder la spécificité de cette magistrature, à la fois sur la longue durée et dans des contextes situés, voire micro-situés, puisque évidemment, les syndics n'opèrent pas en Crète comme ils opèrent à Corfou, par exemple. Sur la longue durée, c'est son inscription dans une double mission de représentation du pouvoir, d'une part, et d'autre part, de contrôle administratif et juridique exercé par l'autorité de tutelle sur l'action des officiers publics en charge du gouvernement d'un espace précis. Et Christina fait remonter la généalogie de cette double mission jusqu'à l'Antiquité, avant de montrer qu'elle fait au Moyen-Âge, c'était évoqué précédemment par Gilles Griveaux, qu'elle fait l'objet d'une réélaboration ou d'une redéfinition au sein de l'expérience de la commune vénitienne, donc au XIIe et XIIIe siècle. Mais cette magistrature est aussi façonnée, c'est moi qui suis fasciné, par les différents contextes au sein desquels elle opère, contexte géographique avec la projection méditerranéenne de Venise, qui fait des syndics du Levant les nouveaux venus d'une triade administrative aux côtés de leurs collègues qui opèrent déjà en terre ferme et en Dalmatie, les autres corps syndicaux de l'administration vénitienne. Contexte chronologique, d'une part, car la projection méditerranéenne de la puissance vénitienne se trouve, on le sait, contrariée à partir du XVe siècle par l'expansion ottomane, et d'autre part, car la magistrature des Syndici fait l'objet de plusieurs tentatives de réforme au cours de son histoire. Christina l'a évoqué dans son exposé, je n'y reviens pas. Au final, donc, nous avons affaire à une magistrature dont l'originalité tient autant à ses missions, en l'occurrence contrôler et sanctionner les abus du pouvoir et les malversations, qu'à son organisation, des tournées de 2 ou 3 membres envoyés périodiquement, ou encore au type de procédure à laquelle elle a recours, notamment la fameuse procédure inquisitoriale, c'est-à-dire la recherche des preuves, au service d'une logique de médiation et de négociation entre l'État vénitien et ses sujets, qu'ils soient singuliers ou collectifs. Le défi classique que pose le fait de travailler sur un tel objet est celui du juste dosage, traditionnellement, entre un cadrage centré sur l'institution et une perspective plus focalisée sur les acteurs historiques, à commencer par ces fameux syndics. Et Christina fait le choix, à mon sens judicieux, de faire varier les focales en réservant en outre à quelques missions spécifiques, celle de 1612-1615 et celle de 1635-1639, un traitement plus fouillé au sein de l'économie générale de l'ouvrage. Donc en guise de première question, j'aimerais revenir sur ces acteurs dans une perspective moins prosopographique que sociographique. En l'occurrence, ce qui m'intéresse ici, c'est quelle est la place qu'occupaient
cette charge de syndic dans la carrière des patriciens qui étaient élus et dont on sait qu'ils étaient pour la plupart issus de familles liées au monde du négoce et ayant des intérêts dans l'espace du fameux Stato d'Amar vénitien. Christina observe que les syndics de la seconde moitié du XVIe siècle sont relativement jeunes et novices, tandis que ceux de la première moitié du XVIIe paraissent plus expérimentés. Par exemple, la triade qui est élue en 1612 est formée d'un ancien ambassadeur à Constantinople, Ottaviano Bonne, d'un ancien bail, donc représentant, ambassadeur lui également, à Corfou, Marco Loredan, et d'un ancien commissario in armata qui est chargé de l'administration des galères, c'est-à-dire Giovanni Pasqualigo. Est-ce qu'il faut y voir un renversement du cursus honorum traditionnel qui veut qu'on aille des charges locales aux charges, notamment à l'ambassade ou aux charges principales de gestion du Stato d'Amar, donc c'est-à-dire que le syndicato ne jouerait plus le rôle de propédeutique à de futures carrières administratives et politiques, c'est plus le lieu où des jeunes patriciens feraient leurs premières armes. Est-ce qu'il faut y voir le souhait plus ponctuel et conjoncturel de confier telle ou telle mission à des syndicats, enfin des magistrats plus chevronnés, ou est-ce que c'est plus prosaïquement le symptôme d'une réelle difficulté à recruter? Et à propos de cette même mission de 1612, Christina mentionne en effet des problèmes de composition de l'équipe des syndics, notamment du fait des mises en garde répétées des autorités vénitiennes contre les conflits d'intérêts et les liens de parenté entre les magistrats vénitiens et les administrateurs dont ils doivent contrôler l'action. Ça nous ramène à un problème récurrent dans l'histoire de l'administration vénitienne, qui est l'exiguïté du bassin de recrutement de ces magistrats au sein d'un nombre finalement assez réduit de familles patriciennes, avec un deuxième problème qui me semble est corrélatif du premier, qui est la désirabilité de ces charges. Christina a rappelé dans son exposé que c'est une institution qui peine à s'affirmer, c'est aussi une institution qui amène ceux qui y participent loin de Venise, et on sait que les patriciens vénitiens, à part Constantinople, ne sont pas forcément toujours très partants pour s'éloigner de Venise trop longtemps, parce que se jouent à Venise justement des partis politiques qui mobilisent leur présence, ou qui requièrent leur présence, et que ce sont des institutions qui sont aussi très prosaïquement parfois conçues comme moins prestigieuses que d'autres. Et par exemple, à titre comparatif, j'ai travaillé sur une charge complètement mineure du Stato d'Amar vénitien dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, celui des provéditeurs extraordinaires de l'île de Leucade, et j'avais été très intéressé par une source que Christina connaît très certainement, qui s'appelle les Concili Venier, préservés au musée Correr, qui sont la liste, scrutin par scrutin, tour par tour, du nombre de votes qui ont été obtenus, du nombre de suffrages qui ont été obtenus par tel ou tel patricien vénitien qui se présente, qui postule à telle ou telle fonction. Et ce dont on se rend compte dans le cas de magistrature complètement mineure, comme celle de mon provéditeur extraordinaire dans l'île de Leucade, c'est déjà que la concurrence est extrêmement faible. En réalité, on a 2 candidats à chaque élection, et chaque élection se tient tous les 3 ans. Donc, tous les 3 ans, on parvient à réunir 2 candidats, et on a quand même confusément l'impression qu'il y en a un qui est fortement convié à faire pot de fleurs pour que l'élection se tienne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a un principe de roulement, c'est-à-dire que celui qui n'est pas élu une année est élu le tour d'après, etc., etc. Donc, on a cette plongée dans véritablement le quotidien du scrutin, dans cette espèce de fabrique électorale de ces charges vénitiennes, nous permet de voir l'envers du fameux système républicain qui participe lui-même complètement de cette mythographie qu'a évoquée Christina dans son exposé. La deuxième dimension de cet ouvrage qui m'intéresse particulièrement ici est qu'il porte sur une proposition originale de relecture non pas de l'État vénitien comme objet, mais de l'étaticité, la fameuse statualita, dont il est question dans l'ouvrage, donc cette fameuse étaticité vénitienne comme qualité. Pour Christina, cette étaticité ne procède pas d'une quelconque appréciation formelle, voire formaliste, de son organisation institutionnelle, pas plus qu'il ne s'ancre dans une série d'abstractions telles que la modernisation, la rationalisation ou la bureaucratisation de l'action publique, même si je trouve
que Christina est peut-être un peu sévère à l'égard de l'héritage de Max Weber sur ce coup-là, mais c'est des débats qu'on pourrait avoir et je suis sûr qu'on les aura plus tard avec grand plaisir. En lectrice attentive des travaux de l'école d'histoire du droit dite de Florence, c'est-à-dire Luca Manori, c'est-à-dire Maurizio Fioravanti, et avec des échos intéressants dans les réflexions qui sont menées sur d'autres terrains, et je pense notamment aux historiens, aux anthropologues du monde hispanique à l'époque moderne, notamment Jean-Frédéric Chaube, Dario Barriera, José Javier Luis Ibáñez, etc., etc. Christina étudie cette étaticité sous deux angles, à la fois différents et étroitement connexes. Le premier angle, c'est celui de la tutelle. Le but des syndici, des syndics, n'est pas d'imposer par en haut une notion abstraite de l'État tout-puissant, mais de veiller à empêcher que l'administration ne soit mise au service d'un groupe ou d'une faction contre une autre. En d'autres termes, il cherche avant tout à prévenir l'instabilité en garantissant l'équilibre entre les corps sociaux. Et à cet effet, la dynamique la plus efficace n'est pas celle d'une affirmation du monopole de l'autorité, mais de la médiation et de la négociation avec les sujets, qu'ils soient individuels ou collectifs, une fois encore. C'est en échange de son rôle de tutelle que l'État est en droit d'attendre la fidelitas, qu'on pourrait traduire comme l'adhésion, la fidélité, la loyauté de ces sujets. Le deuxième angle par lequel Christina étudie cette étaticité, c'est celui de la plurinormativité. En l'occurrence, les syndics sont amenés à intervenir dans des environnements locaux au sein duquel coexistent et se font concurrence plusieurs juridictions et plusieurs sources du droit. Le défi consiste donc à proposer une hiérarchisation, c'est-à-dire à la fois une mise en ordre et une mise en cohérence de la pluralité juridique qui se fasse naturellement, évidemment, au bénéfice de l'autorité du pouvoir central. Et c'est là toute la place stratégique qu'occupe notamment la procédure d'appel, faire de l'État le dernier recours des institutions, des différentes magistratures, puisque c'est à lui, devant lui seul, qu'on peut faire appel des décisions antérieures. Et de fait, l'étaticité vénitienne consiste non pas à affirmer par la force ou par la propagande, qui n'est qu'une variante, la primauté d'une source du droit sur les autres, mais à se présenter comme dispensatrice de justice, là encore, en échange de la fidelitas des sujets. Et pour le pouvoir vénitien, cela implique également de demeurer accessible aux sujets. Et là, on a une réflexion très intéressante, il me semble, en termes non seulement d'histoire, mais de sciences politiques, c'est que la supplique, la pétition, l'appel, etc., sont des manières de demeurer accessible au sujet et c'est des manières de renforcer le pouvoir. Et on a cette problématique très intéressante de la disponibilité de l'État à rendre la justice comme une forme justement de prise de pouvoir. Ma deuxième question envisage donc la place des clercs et de la juridiction ecclésiastique au sein de cette problématique de la plurinormativité et de la tutelle de l'État. C'est un aspect qui n'est pas absent de l'analyse, et Christina évoque à plusieurs reprises des conflits mêlant des religieux grecs et latins, donc toujours avec les guillemets d'usage, de même qu'elle rappelle ce que le principe d'une magistrature itinérante doit à une réélaboration séculière de la matrice ecclésiastique, de la visite épiscopale. Mais en l'occurrence, je m'interrogeais plutôt, et puisque le nom de Sarpi est sorti dans la conversation de Christina, alors sous l'angle du mare liberum, mare clausum, mais Sarpi, ce n'est pas que ça, c'est aussi évidemment la querelle de l'interdit. Je m'interrogeais donc plutôt sur la manière dont, en particulier dans le sillage du Concile de Trente et donc de son application à Venise et donc de l'interdit et donc de Sarpi, on peut, l'action des syndics peut ou non porter la trace des débats contemporains autour de la soumission du clergé au contrôle de la République et de la limitation de la compétence des tribunaux ecclésiastiques. La troisième dimension de l'ouvrage, et j'en terminerai, qui m'a le plus frappé, c'est celle de la question de l'impérialité vénitienne. C'est de l'étaticité à l'impérialité. En l'occurrence, il s'agit de la dimension la plus générale qui prend à bras-le-corps l'encombrante figure du Stato d'Amar, auquel Christina vient de régler proprement son compte dans l'intervention qui précède. Figure qui est encombrante à la fois comme réalité historique et à la fois comme construction historiographique. Je ne reviens pas sur les propos antérieurs qui m'ont semblé tout à fait convaincants une fois de plus. Avec une question qui est une question lancinante, qui revient, qui est vraiment la question qui fait le fil rouge depuis l'introduction jusqu'à la conclusion, qui est reprise telle qu'elle dans la conclusion. Qu'est-ce qui tient ensemble le dominio vénitien, a fortiori dans un contexte de recul de la puissance vénitienne en Méditerranée orientale, avec toutes les réserves que Christina apporte du reste à toute la veine déclinologique
de Venise au XVIIe siècle. Christina démontre de manière très convaincante le poids à cet égard des pratiques d'administration et de juridiction, qui sont ce qui tient ensemble le dominio vénitien, pratiques d'administration et de juridiction dont les syndics envoyés dans les îles Ioniennes et dans l'espace égéen sont des acteurs aussi centraux que méconnus. Pour cela, il est nécessaire de repartir de l'objectif assigné à ces magistrats dans la rhétorique classique, celle de leur lettre de créance, on va dire. Rivedere, remediare et consolar quei sudditi, soit quelque chose comme contrôler, corriger et consoler les sujets. En d'autres termes, leur fonction essentielle, c'est de maintenir, de réparer ou de recréer un dialogue entre l'État et les sujets dont on peut supposer qu'il a été abîmé, altéré, interrompu, abîmé. En retour, cette consolation des sujets n'est pas celle d'une histoire consolatoire qui raconterait la revanche des petits sur les gros, des dominés sur les dominants ou des Grecs sur les Vénitiens. D'ailleurs, nous montre Christina, ces oppositions stéréotypées masquent une réalité beaucoup plus complexe, nuancée et beaucoup plus mouvante. C'est le cas notamment de la définition des statuts civiques dont elle vient de parler, avec ce cas assez, il me semble tout à fait intéressant de que sont les cittadini en fonction des îles, ça change. Et on a même à Cefalù, pour être cittadino, c'est une question de lieu de résidence, alors que dans d'autres espaces, c'est une fonction d'antériorité de la présence dans l'île, tandis que dans d'autres, c'est encore une question d'identité religieuse, etc., etc. L'autre stéréotype qu'il est urgent de déconstruire, en dehors évidemment donc, de ces oppositions macroscopiques entre les petits, les gros, les Grecs, les Vénitiens, les dominés, les dominants, l'autre stéréotype qu'il est urgent de déconstruire, c'est celui d'une impérialité qui serait verticale et centraliste. L'étude des syndics montre au contraire l'importance du lien de dépendance qui unit cette magistrature non seulement aux élites locales, qu'elles soient corfiotes ou crétoises, mais aussi à l'égard de toute une foule d'adjuvants locaux. Alors, Christina a évoqué les chanceliers, les notaires, etc., etc. C'est-à-dire tous ces personnels administratifs, ces forces de police, ces forces de justice, sans lesquelles les décisions des magistrats seraient vouées à rester lettre morte. Enfin, et de manière plus large, cette relation de dépendance trouve sa traduction concrète dans la manière dont les sujets grecs de Venise s'emparent des visites des syndics, non seulement pour faire valoir leurs droits, comme le dit la rhétorique classique, mais aussi pour peser sur la redéfinition des cadres juridiques et culturels à l'intérieur desquels s'inscrit leur position même de sujet, que ce soit au sein de leur communauté d'origine, comme plus largement au sein de la République de Venise. Et comme le signale avec justesse Christina, le syndic, le sindicato, qui était à l'origine un instrument de correction des abus du pouvoir souverain, devient progressivement un instrument de réforme, mais d'une réforme dont l'agenda est fixé par le bas, en fonction de l'ordre des problèmes qui remontent des communautés locales. Dès lors, ma troisième question touche donc à cette dimension négociée et située de ce lien entre le pouvoir et ses sujets, en rebondissant sur l'expression que j'ai trouvée absolument lumineuse de performance inquisitoriale, page 170, et qui pose évidemment celle de l'efficacité, évidemment, à distance, comme vient de le rappeler Christina, des paradigmes weberiens forcément trop englobants et trop systématiques. En l'occurrence, les historiennes et les historiens ont souvent tendance à considérer avec une sorte de condescendance les institutions dont le fonctionnement n'est pas régulier ou pérenne. Ce serait la trace d'une difficulté du pouvoir à inscrire son action dans le temps. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on sait que gouverner, c'est prévoir, comme dirait l'autre. Ou ce serait la trace d'une difficulté à inscrire l'évidence de sa légitimité dans l'espace vécu des sujets. Le paradigme, c'est la fixation de la cour à Versailles. En réalité, est-ce qu'on ne pourrait pas renverser la proposition et estimer que cette dimension itinérante, tout comme cette périodicité régulière, constitue, si ce n'est des outils, du moins des ressources au profit de cette conception juridictionnelle de l'autorité qui est à la fois souple et proche des sujets, avec une conséquence paradoxale, évidemment, en l'occurrence le fait que ce fonctionnement a probablement contribué à minorer l'importance même de ces institutions dans le processus politique, ne serait-ce que parce qu'il a conduit à une dispersion des sources produites dans le cadre de leur activité. Et de fait, et ce n'est pas le moindre des mérites de cet excellent livre, Christina a su reconstruire de manière à la fois patiente et fine la trajectoire éclatée et plurielle de cette magistrature méconnue, mais ô combien importante, du Stato d'Amar vénitien au XVIe et XVIIe siècle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Bien, la discussion est ouverte. Donc est-ce que Christina, tu veux revenir sur ce qui vient d'être dit, Gilles, si tu veux intervenir aussi, et puis
Bien sûr, si parmi le public il y a des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat ou à lever la main. J'essaierai de garder un œil sur tous les écrans. Voilà, donc Christina, si tu veux réagir. Alors, j'essaie de réagir à l'intervention de Mathieu. C'est également très, très riche par rapport à celle de Gilles. Et je te remercie beaucoup, Mathieu, parce que soit pour l'effort de lire mon livre qui est effectivement très détaillé et de difficile lecture, même pour un lecteur italien, je pense. Donc, je te remercie vraiment pour avoir soutenu l'effort et avoir tiré tous les points essentiels. Tu as vraiment compris tous les fils rouges du livre et je te remercie vraiment. Et j'essaie de répondre à les trois questions que tu m'as posées. La première était sur les acteurs, sur la place que la charge, l'office public du syndicat, du syndic inquisitore occupe dans la carrière de patricienne. Comme tu as bien compris, c'est un jugement difficile à faire parce que ça dépend de plusieurs facteurs dont tu as mentionné quelqu'un, tu as mentionné par exemple la jeunesse de certains candidats au syndicat, surtout pendant le XVIe siècle. Par contre, la majeure expertise des syndics du XVIIe, qui en fait est liée à une époque de reculement de la domination vénitienne dans l'Égée et donc de confrontation alternée avec l'Empire ottoman. Je dis alternée, confrontation un petit peu parfois plein de tensions, parfois collaboratif. Et sûrement l'expérience de Ottaviano Bon et de Giovanni Pasqualigo au XVIIe siècle est certainement liée à leur préalable expérience comme ambassadeur à Constantinople, c'est-à-dire dans l'Empire ottoman. Mais tu as justement précisé que ça pourrait être le symptôme d'un manque de désirabilité de la charge, que c'est le vrai point, effectivement, qui est à l'arrière des élections de syndic, même dans le registre qui regarde, par exemple, les registres des secrétario le voci, que c'est une magistrature qui enregistre effectivement les votations pour toutes les charges publiques de la République. Il apparaît effectivement cette manque de désirabilité. En fait, avant de l'élection de Ottaviano Bon et Giovanni Capello, il y a des renonciations à la charge faites par des politiques illustres. Parfois, oui, il y a un manque de désirabilité et qui est égal soit dans le cas des charges publiques mineures que tu as mentionné, parce que les charges publiques les moins importantes sont moins payées, sont dangereux, n'ont pas de valeur par rapport à la construction d'un cursus honorum. Mais également, du point de vue de les charges majeures plus importantes, par exemple, même l'ambassade même du Bailo,
ce ne sont pas des décharges désidérables parce que ça entame pas seulement des expériences politiques, mais beaucoup des années à vivre au sein de l'ennemi et dans le cas de l'Estato d'Amar, au sein d'une situation, d'un contexte périlleuse qui fait la dimension du péril dans l'Estato d'Amar. Comme a noté justement même Benjamin Arbel, c'est une dimension endémique. On est toujours prise par la préoccupation des envahissements, des assauts corsaires, de la manque des ressources primaires. Il y a toujours, dans l'époque, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, il y a toujours un manque de blé, par exemple, et dû à l'alternance à les difficultés à gérer la question avec l'Empire ottoman et à l'influence de la prévalence d'autres marchés plus importants, d'autres sources d'autres sources de spéculation agricole plus importantes, telles que le vin, les raisins. Donc, habiter dans l'état d'Amar était difficile, pas seulement pour les sujets, pour les plus pauvres, pour les plus faibles, mais même pour les patriciens vénitiens. Donc, il y a un manque de désidérabilité générale qui est moins évident dans le Moyen-Âge parce que pendant le Moyen-Âge, les familles marchandes avaient des entrepôts fixes qui continuent pendant l'âge moderne, mais qui étaient dans des dimensions de majeure sûreté, sûrement avant l'expansionnisme ottoman. Et pour arriver à... Oui, ça quand même est lié aussi à la construction d'une étaticité. Je dis statualità pour chercher une communication avec les lecteurs. Parfois, j'utilise le mot anglais de statehood qui a été utilisé par l'historiographie médiéviste pour ne pas utiliser state building de Max Weber. Effectivement, mais le concept est à peu près le même. C'est non, ou bien statehood and j'oublie statecraft. Statecraft ça rend mieux la dimension d'une construction de l'État qui procède de façon expérimentale et pratique avec des ruptures que tu as justement soulignées par rapport à state building qui implique quand même une dimension idéologique mûre, plus mûre que c'était la perception de la statualité dans le Moyen-Âge et dans la première État moderne. Cela est donc mon utilisation des catégories un peu plus proches à la mentalité prémoderne est dû à ce fait, à le désir de rendre vraiment cette perception artisanale. Et je ne voulais pas trop contester Max Weber dans la thèse, mais parce que quand même, à mon avis, comme Luca Mannori a souligné, le mérite des catégories un petit peu anachronistiques, les catégories anachronistiques ou quand même abstractes ont le mérite de rapprocher des mondes différents et donc de superposer des instruments d'analyse plus qui posent de nouvelles questions, effectivement. Donc, je ne voulais pas détruire les grands édifices bâtis par les majeurs
philosophe, sociologue de l'Europe moderne, mais effectivement, il faut parfois revenir sous la mentalité originale, même si l'on ne peut pas saisir totalement comme il est évident, même pour la fragmentation des sources. Et donc, oui, ta deuxième question, effectivement, après, tu as dit beaucoup de choses et tu m'as posé une question très intéressante sur le Concile de Trente. Tu n'as pas oublié qu'effectivement, les premières 600 pour Venise, c'est une période perturbée de questions ecclésiastiques et bien sûr, c'est vrai, et tu as bien fait à souligner cet aspect que dans mon ouvrage, peut-être que n'est pas le principal. Mais c'est vrai que les syndici, même si pas toujours directement, participent de cette dimension, de cette, on vient dans la tête les débats du juridictionnalisme. Et Venise, par rapport à la discipline grecque, utilise à Venise, théoriquement, la réception du Concile de Trente, de ce décrétal, est acceptée, est complète, mais en fait, dans les domaines, dans les Stato d'Amar, cette réception s'adapte à des politiques juridictionnalistes pour lesquelles, par exemple, on va manipuler certains décrets de Trente et on va, par exemple, imposer les registres paroissiaux par les Grecs autant que pour les Latins à Crète, mais de façon égalitaire. Venise considère l'Église latine et l'Église grecque à la même manière, parce que tous les deux dépendent de l'État. Et donc, c'est ça, le juridictionnalisme qui est mis en place par Ottaviano Bon sur le côté des registres paroissiaux est une thématique un peu cachée dans les documents, mais toujours présente. Parce que le Stato d'Amar est l'espace d'expérimentation du juridictionnalisme, bien plus que la terre ferme. Et troisième, je vais plus rapidement parce que le troisième point, tu as beaucoup débattu sur l'impérialité vénitienne en soulignant effectivement tous les points de tension de ce concept, de cette idée. Et effectivement, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais effectivement, ce qui tient ensemble les domaines d'outre-mer, à mon avis, c'est juste en forme d'inertia. Je ne sais pas bien en français, inertie. Plus que des dispositifs actifs. Oui, il y a des structures, c'est-à-dire qu'il y a des structures qui ont été mises en place tout au long des siècles, au fil des siècles. Il y a les anciennes structures médiévales, les administrations locales, mais ce qui ne marche pas dans ces structures, c'est la mise en place des lois, des décrets, la pratique de l'administration qui dépendent du personnel local qui l'utilise pour des finalités qui ne sont pas toujours cohérentes avec les finalités des gouverneurs. Et c'est même pour ça que Venise cherche, à travers les syndics, de négocier les conditions de participation à la politique, à l'administration, parce que elle connaît, le pouvoir central connaît bien la fragilité
de sa capacité de retenir les domaines et il cherche récupérer la fonctionnalité des structures à travers une sorte de campagne de sensibilisation, de persuasion qu'ils mettent en place avec le syndicat. Il faut dire qu'à côté des syndicats inquisiteurs, il y a des magistratures itinérantes qui ont des pouvoirs militaires un peu plus marqués, mais on cherche de les présenter comme des magistratures extraordinaires qui ne font pas partie du quotidien des habitants, de la vie de l'outre-mer. C'est une tension qui reste et qui continue jusqu'à la fin de la République, en fait. Cette contradiction entre la volonté de préserver un ancien empire maritime et l'incapacité, effectivement, de performer les structures d'un empire. C'est pour ça que moi, je préfère parler de Stato, parce que, effectivement, beaucoup des instruments de persuasion et de négociation que Venise utilise sont amputés par les procédures en acte dans les États italiens plutôt que d'autres. Merci. Merci quoi. Je voudrais peut-être, si je peux intervenir. Bien sûr. Non, justement, dans la suite de ce qui vient d'être dit, je voudrais poser à Christina une question. Bon, alors effectivement, on est tous frappés par l'intermittence des missions des syndics inquisiteurs, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une complémentarité avec les missions des provéditeurs généraux qui, si on prend le cas de Giacomo Foscarini en Crète, ont des pouvoirs très larges. Est-ce qu'il n'y aurait pas, je ne sais pas, une complémentarité finalement entre l'action des provéditeurs généraux et les missions accomplies par les syndics inquisiteurs? Même une concurrence aussi qui double cette complémentarité, parce qu'il y a certaines prérogatives qui passent qui sont enlevées aux syndics pour aller au. Mais effectivement, oui, ça c'est intéressant, parce que justement, quel est le. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui. Où est le point de vue de l'État? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit cette complémentarité? Est-ce qu'elle est agencée ou est-ce qu'elle est purement transactionnelle? Parce que c'est hyper intéressant comme perspective, effectivement. Alors, c'est vraiment intéressant et c'est une question ouverte à mon avis parce qu'effectivement, les provéditeurs généraux sont élus régulièrement plus ou moins parallèlement à la réforme du syndicat depuis la seconde moitié du XVIe siècle. En particulier, les provéditeurs généraux de la mer, les provéditeurs généraux de la mer, deviennent une magistrature fixe d'après le 1602. Donc, c'est une réalité parallèle. Et ça, c'est évident même en Dalmatie et dans la terre ferme. Il y a deux canaux parallèles qui parfois se croisent, mais c'est un croisement que je ne définirais pas complémentaire parce que Foscarini, c'est un exemple parce qu'apparemment, c'est en continuité avec les syndics du XVIIe siècle parce qu'effectivement, les ordres de Foscarini sont cités, utilisés par les syndics, mais ce n'est plus en imposition du Sénat. Mais les syndics, quand ils vont se référer aux missions de ses prédécesseurs, font référence aux syndics précédents Foscarini. Ils n'ont pas Foscarini, ils ne citent pas Foscarini. Et donc, c'est un croisement nécessaire parce qu'effectivement, même les proviseurs sont producteurs de lois. Et les lois sont des lois qui sont prises de référence de la part du pouvoir central.
Mais comme les syndics parfois relèvent sur place ce sont des systèmes de loi de réforme pas toujours tolérés par les habitants, ils cherchent de diminuer, de relativiser l'impact des ordres Foscarini, par exemple, qui sont des réformations, tu sais, très importantes. Donc, oui, il y a un croisement nécessaire plus qu'une complémentarité et peut-être une concurrence, comme Mathieu soulignait. Je ne sais pas, dans le XVIIIe siècle, il faudrait comparer. Mais malheureusement, je ne suis pas arrivée outre la guerre des Candie. Oui, il faudrait comparer avec le XVIIIe siècle. La question. Et alors, une question annexe, mais bon, qui n'est pas dans le livre directement. C'est est-ce que cette évolution que tu observes pour l'ère grecque, est-ce que tu l'aperçois également en Dalmatie, dire dans le Stade d'Amar qui n'est pas grec? Est-ce que c'est les mêmes évolutions ou bien est-ce qu'il y a vraiment une particularité au domaine grec? Tu entends en Dalmatie? Alors, oui, peut-être un terme de comparaison plus propre serait la terre ferme vénitienne, parce que pour la Dalmatie, les missions des syndicats sont encore plus intermittentes que pour les Levants, en particulier pour l'époque que j'ai étudiée. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas fait l'objet de ma recherche. J'avais un manque de sources importantes par rapport à la Dalmatie, malheureusement, je dis, parce qu'effectivement, c'est une question absolument importante. Oui, la Dalmatie est un peu plus sujet pendant l'époque que j'étudie, un peu plus assujetti à des contrôles militaires, mais parce qu'il y a des incursions corsaires, des pirates un peu plus continues. Et donc, il y a une situation d'émergence qui de fait, est un état d'émergence presque pérenne, continu. Et donc, c'est difficile d'évaluer, même pour ça, s'il y a une même évolution. Pour la terre ferme, où il y a un contexte moins sujet, moins conditionné, moins influencé par les guerres, par les conflits, et plus riche, plus prospère en raison des présences urbaines, des présences des marchés, des routes de commerce très importantes avec le nord de l'Europe. Il y a toujours des missions syndicales, mais ce sont le dialogue, l'aspect de la négociation est très, très en relief. Beaucoup plus en relief parce que l'identité communautaire des villes du nord de l'Italie, mais aussi de petits villages, de petites communautés qui ont une structure, qui possèdent une structure très complexe d'organisation de représentants et donc une tendance à l'affirmation du soi très, très forte. Donc, pour ce contexte, l'aspect de la négociation et de la construction de la juridiction est très marqué, encore plus marqué que pour la mer. Mais les rhétoriques sont similaires, sont comparables. Merci. Je pars du principe que les spectateurs peuvent intervenir dans le chat. J'interromps personne. J'avais une question qui est une question assez intéressée parce que justement liée
à une enquête que je mène sur les consuls de France au Levant. C'était la question de la rétribution, de la rémunération de ces acteurs-là. Tu évoques, j'ai même noté page 104-105, le fait qu'il y ait un intéressement aux peines prononcées, mais tu sembles dire aussi que ça s'arrête à un moment, ce système-là, c'est-à-dire qu'ils finissent par être rétribués de manière fixe et stable, ils finissent par être pratiquement fonctionnalisés, ou est-ce qu'il y a toujours une rémunération qui est flottante? La question ne vient pas tellement de cette vieille rhétorique de la fonctionnalisation des agents, etc., que de la volonté de poursuivre un peu la discussion qu'on vient d'avoir sur l'attractivité ou la désirabilité de ces fonctions-là. Est-ce que finalement, elles sont aussi désertées parce qu'elles ne sont pas lucratives? Non, mais alors, la question est plus compliquée dans le sens, il y a des rétributions fixes des syndics inquisiteurs depuis le Moyen-Âge, depuis la fondation. Ouais. Donc, ils sont rétribués, mais à côté de la rétribution officielle, ils puissent prélever des sommes, des pourcentages par exemple, sur les arrêts, sur les jugements, surtout au niveau des jugements civils. Mais c'est vrai que les jugements, la juridiction civile des syndics inquisiteurs est limitée généralement à les causes de meilleure valeur. Et donc, ce n'est pas effectivement une voie d'attraction, mais il y a d'autres formes de prélèvement, par exemple pendant les inspections, l'inspection des magasins publics, des magasins de blé, et plus ou moins, je ne me rappelle pas exactement quand, mais ça me ressemble à la fin du 15e siècle, le Sénat défendent prohibit de prélever des émoluments fixes sur les arrêts et plutôt encourage les syndics à prélever des impôts, quelque sorte des impôts, des rétributions complémentaires, on peut dire, pendant les inspections en fonction des sanctions administratives prononcées contre les personnes qui géraient mal ces structures qui étaient fondamentales pour la gestion des communautés portuaires. Oui, donc oui, peut-être qu'il y a un aspect économique lié à la manque de désirabilité de l'office de syndic, parce qu'effectivement, il y a d'autres charges qui permettent des gains de perception d'argent complémentaire un peu plus solide. Alors que ces syndics sont contrôlés parce qu'ils sont même liés à l'éthique publique que les syndics vont démontrer, vont exhiber au moins. Pendant les premiers deux siècles de l'évolution de la magistrature de Simici Editori, il y a eu effectivement des cas de syndics qui sont tombés dans la corruption ou qui n'étaient pas corrects dans ses activités judiciaires. Donc, la régulation de cet aspect et donc l'implémentation d'un système de contrôle sur la honorabilité, sur la figure publique du syndic a forcément limité les aspects plus fascinants de la charge qui pouvait rendre la charge plus désirable. C'est intéressant ce mélange entre ce que tu appelles l'onore dello Stato, la dimension de l'honneur public, et à la fois le recours
à des patriciens, c'est-à-dire à des gens qui, normalement, sont autofinancés, on va dire, mais qui en réalité sont dans des logiques qui sont aussi des logiques d'appauvrissement croissant et de recours à des subsides. J'ai un peu le même problème avec mes consuls qui, normalement, ne sont pas rétribués, etc. Et en fait, on se rend compte assez rapidement, je te parle de Colbert, hein, donc on est plus tardivement que ta chronologie, mais assez rapide, que la question des émoluments, elle pose aussi la question de l'objectabilité des prélèvements, c'est-à-dire, en fait, la part mobile est aussi la part variable est aussi la part objectable. C'est-à-dire qu'on peut faire des recours contre les sommes qui prélèvent, etc., etc., tandis que normalement, un salaire garanti par une autorité, alors qu'il peut être la totalité ou juste une partie de leurs appointements, permet justement d'obvier à ça. Et du coup, il y a une forme de construction de ces appointements contre justement le juridictionnalisme et contre l'idée que finalement on puisse syndiquer les syndics. C'est qu'il y a un moment, cet empilement juridictionnel, il doit s'arrêter. Et donc, par exemple, je pense que la question des appointements fait partie des mécanismes qui ont justement vocation à ce qu'on ne puisse pas porter plainte contre celui qui était envers lequel on a apporté la plainte en appel, etc., etc. C'est-à-dire, il y a un moment où on arrête l'empilement de manière un peu arbitraire, mais bon, c'est une construction qui est peut-être aussi très, très française. Moi, je connais que le cas de ces consuls français. Et justement, j'étais en train de regarder du côté des consuls vénitiens et je n'ai pas trouvé grand-chose pour l'instant. Donc, c'est pour ça que ça m'intéressait de t'entendre. Merci beaucoup pour ces idées. Merci à toi. J'aurais une question aussi. Alors bon, moi, j'avoue, je n'ai pas lu le livre et je suis totalement extérieur à ces questions et à cette ère, cette période historique. Mais ce que tu as dit tout à l'heure à propos du regard de ces syndics sur les sociétés qu'ils visitent m'a intéressé. Tu as parlé de photographies qui fournissaient des photographies de certaines situations locales. Et je me demandais, est-ce que ce que tu entends par cet appel à la photographie, est-ce que c'est une volonté d'objectivité de leur part, de décrire les choses le plus objectivement possible, ou est-ce que ce sont des regards qui sont orientés soit vers vers une affirmation d'une altérité, d'une différence des sociétés locales, ou au contraire d'une proximité, montrer qu'il y a une intégration, une appartenance à un ensemble. Quel est le statut de ces descriptions des sociétés locales? Alors, merci beaucoup de la question. Ça me concerne de préciser qu'effectivement, les regards des syndics filtrés par les structures rhétoriques qu'ils adoptent pour communiquer ce qu'ils voient à ses collègues patriciens à Venise. Donc, les syndics savent bien que les patriciens de Venise s'attendent d'écouter un récit organisé sur certains stéréotypes. Et donc, par exemple, sur la géographie, sur la conformation géographique des îles, sur la description du paysage, sur une vision un petit peu simplifiante des relations entre, par exemple, la composante grecque, la composante latine, un récit qui souligne, par exemple, la bonne disposition des gouverneurs vénitiens à remédier aux problèmes, à trouver une solution, l'attitude équitable et comment dire ouverte du gouverneur vénitien. Il faut créer d'une certaine mesure un stéréotype, mais les syndics qui sont bien conscients de ce processus, de cette dynamique,
cherche de couper des espaces dans lesquels faire des précisations qui ne sont pas vraiment objectives, mais qui vont attirer l'attention de ses collègues sur certaines qui vont stimuler les collègues à avoir un regard un peu plus désencarné, un peu plus réaliste. C'est pas, on peut dire qu'il y a un paternalisme rhétorique qui se confronte et se croise à un anti-paternalisme qui cherche de démontrer la réalité. C'est pour ça que je parle de photographie, parce qu'il y a des pièces de réalité, ou bien ce qui les syndics entendent comme réalité, qui cherchent de perturber, chaque fois de perturber, de déranger cette narration apologétique que l'État vénitien veut toujours faire de soi pour ne pas être trop, pour se déresponsabiliser quelque part des problèmes de ces sujets. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, non, si, c'est très intéressant. Ouais. Mais, si je peux compléter, c'est vrai que le livre de Christina est d'une densité remarquable au niveau des thèmes qui sont abordés. Et c'est vrai que qui n'a pas lu le livre peut être un peu déconcerté par l'ampleur du travail qui a été accompli. Ce n'est pas un livre qu'on lit en 5 minutes. J'ai des dizaines de pages de notes et je les relis en plus, parce que c'est vraiment un travail, je pense, fondamental, parce qu'il s'appuie sur les sources. En plus, pour le XVIIe siècle, il y a beaucoup de sources différentes qui sont croisées, et ça, c'est une richesse remarquable qu'on ne trouve pas souvent au XVIe siècle même. Et l'exploitation qui en est faite permet justement, à mon avis, de repenser beaucoup de problèmes liés à l'historiographie de Venise et aussi à l'historiographie des pays grecs sous domination vénitienne. Je crois que là, il y a vraiment une énorme matière et je crois que c'est vraiment un ouvrage, moi je le considère comme capital. Vraiment, je pense qu'il faut absolument que vous continuiez à travailler sur ce sujet. Et vous avez, Christina, est-ce que tu as encore comme ça un projet de livre sur la Méditerranée Comme tu as précisé dans ton introduction, je suis en train de bouger vers l'historiographie, plutôt l'historiographie autochtone de la domination vénitienne, même dans des époques postérieures à la domination vénitienne, en raison du fait que l'élaboration historiciste et pas seulement mémorialiste est saisissable surtout après la conclusion d'une époque. Et donc, oui, je voudrais je suis en train de penser à un projet d'édition d'un ouvrage inédit. Je voudrais travailler sur... J'avais commencé à travailler un petit peu sur l'historiographie ionienne post-vénitienne et en particulier sur la figure de Ermanno Lunzi, qui est le vrai chef de l'historiographie heptanésienne, élève de Moustoxi. Et donc, je voudrais travailler sur son journal de voyage en particulier pour reconstruire son itinéraire formatif, pour éclaircir quels sont les rouages de sa formation, parce qu'il est peut-être le premier historien
grecque du 19e siècle à faire une historiographie de la domination vénitienne qui n'est pas trop apologétique et en même temps ne contexte pas ouvertement l'historiographie continentale de la nationaliste qui est en train de naître en Grèce, mais il inscrit l'histoire de la domination vénitienne dans l'histoire grecque. Et cette dynamique d'historicisation qui n'est pas hostile à la domination vénitienne m'intéresse beaucoup parce que pour réaliser ce projet, il ne s'appuie pas seulement à des orientations philosophiques ou programmatiques, à des paradigmes, mais il cherche il cherche un dialogue avec les sources d'archives. Son ouvrage, en partie, est encore utilisable aujourd'hui parce que, effectivement, dans plusieurs lieux de l'ouvrage, il y a des informations très fiables. Et ce travail profond de fouilles qu'il a fait dans les archives était quand même un travail pas destiné à construire une collection de mémoires comme ses prédécesseurs avaient fait en partie, et ni pas à justifier quelques points de vue déjà donnés. C'est un travail de fouille dans les archives qui implique après une élaboration, même si un peu naïve aux yeux des chercheurs actuels, parce que bien évidemment, ils se sont passés 2 siècles, mais c'est un itinéraire biographique qui m'intéresse beaucoup et que je voudrais confronter par rapport aux itinéraires d'autres historiens grecs qui repensent, réfléchissent sur la domination vénitienne dans les îles. Parce que, oui, c'est même un récit historiographique alternatif au récit vénitien traditionnel apologétique qui promène de la Renaissance. Et donc, je pense que ça vaut la peine de le faire émerger dans une perspective comparatiste plus large et possiblement internationaliste, parce qu'il s'agit de personnages qui travaillaient, qui voyageaient dans toute l'Europe et qui donc n'étaient pas influencés seulement pour ces mémoires et ces présupposés des citoyens grecs. J'ai dû te donner effectivement, c'est une réponse un peu articulée, mais oui, ce sont je bouge mes intérêts de recherche toujours parce que je suis toujours je suis un petit peu meuble comme, comme les syndics, comme les magistratures itinérantes. Et donc, oui. Mais j'espère plus de pouvoir si je ne fais pas erreur, Lungi avait étudié le droit à Pise, non? Ah oui, oui, non. À Bologne, après a pris le titre de doctorat à Pise. À Pise, oui, c'est ça. Oui. Oui, alors vous avez peut-être des archives sur place qui... Oui, oui. Oui, oui j'entends en recherche aux archives d'État de Pise. Je travaille sur des correspondances. En particulier sur les correspondances des professeurs de l'université de Pise qui étaient en contact avec un certain membre de la diaspora grecque à Venise. Et ce sont une partie des réseaux sociaux grâce auquel Lunzi fait la partie italienne de son itinéraire intellectuel.
parce qu'après, il bouge en France, en Allemagne, mais Oui. la partie italienne est fondamentale entre les triangules, entre Boulogne, Pise et Pise-Florence, parce que même Florence, les groupes du Risorgimento italiano sont très, très importants. Pise-Florence, Boulogne, Venise, sont le circuit grâce auquel, après la maturation de Lunzi, son ouvrage Voyage est bien publié en Italie. Et donc, oui, c'est une petite partie d'un grand projet qui effectivement lié même beaucoup même à la Grèce, parce que bien évidemment l'archive de la famille Lunzi est à Athènes. Donc oui, c'est ça. Je suis en train d'approfondir la partie toscane pour l'instant, en profitant de mon séjour toscan. L'entretien des liens avec les Grecs de Livourne. Ah, je n'ai pas compris. Avec les Grecs de Livourne. Ah oui, oui, oui. Le groupe de Rico Mayer, oui. Via l'anthologie. De l'antologia, sì, effectivement, l'antologia de Florence et ses liens avec Livourne, justement, merci, et à Pise, parce qu'effectivement, beaucoup des intellectuels de Livourne vont étudier ou à fréquenter les professeurs, les cercles de professeurs intellectuels à Pise. Et donc, il y a cet itinéraire marqué, aujourd'hui est marqué pour la route Fipili, Florence plus Livourne, mais c'est quand même un itinéraire historique. Non, Livourne, il y a la communauté grecque la plus importante, une des plus importantes, donc, que tu bien connais. Donc, oui, elle était sûrement la base de la diaspora grecque du XVIIIe siècle, une des bases. Bien, merci. Merci. Si tout a été dit pour ce soir. On peut peut-être déjà prendre rendez-vous avec Christina pour son prochain livre, parce que je pense que ce sera passionnant, encore une fois, je veux dire. Ce sera... On verra combien de temps il faudra. Oui, mais enfin, je ne sais pas. Je crois qu'il y a très, très peu de personnes capables de travailler à cheval sur des sources grecques et italiennes au XIXe siècle, justement de comprendre comment les mentalités se combinent les unes aux autres et comment cela aboutit à une pensée originale qui est celle de Lunzi. Je pense que on est tellement écrasé par le modèle de Paparrigopoulos que bon, on ne comprend pas l'originalité de Lunzi encore, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment que vous arriviez au terme de votre livre, de ton livre en tout cas. Oui, oui, oui. Je le souhaite, bien sûr, je le souhaite. Quand même, récemment, j'ai participé à un colloque et j'ai eu l'occasion de présenter ce morceau de projet sur l'UNCI et à des chercheurs grecs qui s'occupent de philhellénisme, et le résultat c'était un sujet de recherche qui intéressait, qui a été bien reçu. Donc, on espère que ça m'a donné la conscience qu'effectivement, c'est un sujet de recherche qui vaut la peine d'approfondir, parce qu'il trouve des récepteurs, un millier de chercheurs qui pourraient être intéressants à dialoguer avec
une tradition historiographique qui était considérée minoritaire, mais effectivement a des atouts intellectuels intéressants. Il y a un point à faire avec aussi ce que fait actuellement Umberto Cini sous la redécouverte, notamment à Pise, de toute une partie de la correspondance de Zambellios et de l'influence de Zambellios père sur la formation intellectuelle de Zambellios fils. Oui. Intéressant. Et ça, c'est dans des archives privées à Pise. Extrêmement rare de ne pas pouvoir y accéder. Mais bon, voilà, il y a tout un travail justement de phylogénèse en fait autour de la formation de ces intellectuels qui justement se nourrissent de plusieurs sources, qui de l'histoire française un peu traditionnelle et puis qui de l'histoire vénitienne, de formes plus balkaniques d'écriture d'histoire. C'est vraiment quelque chose de très très intéressant justement à la croisée des chemins. Et je suis sûr qu'un travail sur l'UNZIF serait extrêmement bienvenu, justement, comme disait Géraud, pour dynamiter un peu l'espèce de hiératisme de la construction historiographique autour de Rigopoulos a fait des enfants qui eux-mêmes ont fait des enfants qui eux-mêmes ont fini par contester son héritage, quoi, parce que là, sinon, on rate un peu ce qui fait le sel de l'histoire. Oui. Bien, donc ne prenons pas date tout de suite pour le prochain livre de Christina. Je pense qu'il y aura d'autres publications à présenter et à discuter à partir de janvier, lorsque le programme de la Grèce écrire la Grèce franque aura débuté. En tout cas, pour ce soir, merci beaucoup à tous les trois. Et puis, donc, à bientôt.